cas, mon ambition, c'est d'aider autant que je peux des équipes de développement pour qu'elles puissent délivrer de la manière la plus efficiente possible. Et je vais vous pousser quelques idées que je mets en œuvre au quotidien aujourd'hui via cette présentation. Donc, si on rentre tout de suite dans le dur du sujet, je voudrais commencer par vous parler de quelque chose avant d'entrer dans le détail d'XP. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette étude, Accelerate. En gros, l'idée d'Accelerate, c'est quoi? C'est une étude scientifique qui a été menée pendant plusieurs années sur des milliers d'entreprises à travers le monde et qui tend à démontrer que les organisations les plus performantes dans leur delivery atteignent en moyenne 2 fois plus souvent leurs objectifs que les organisations les moins performantes. Et ils ont réussi à démontrer quelque chose, si vous avez déjà fait partie d'équipes de développement ou si vous avez déjà accompagné des entreprises qui font du développement, quelque chose que vous avez déjà dû ressentir, c'est que les pratiques de développement et les bonnes pratiques de développement, en tout cas, on va dire, elles sont primordiales pour le succès d'une organisation. Comment ils ont démontré ça? Ils ont mis en place, en gros, si vous lisez le livre, ils ont mis en place, ils ont pu démontrer à travers 4 métriques. Je ne sais pas pourquoi ça vibre autant, mais j'espère que c'est pas de mon côté. Donc ils ont pu démontrer ça grâce à 2 métriques qu'ils ont pu mettre en œuvre chez des milliers d'organisations. Donc le débit, on va dire 2 fois 2 métriques. La première métrique, c'est le débit, la mesure du débit. Donc pour mesurer la performance d'une organisation dans son delivery logiciel, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre en place des métriques de débit. Ces métriques de débit, on va en retrouver 2, la fréquence de déploiement et le lead time for changes. Donc, globalement, ça veut dire quoi? La fréquence de déploiement, c'est le nombre de déploiements qu'on va être en capacité de faire sur un laps de temps. Donc, ça va permettre quoi, cette mesure de la fréquence de déploiement? Ça va nous permettre de mesurer l'optimisation du flux de production de valeur. Le lead time for changes, comment on peut le mesurer? En gros, c'est le temps qu'un morceau de code, le temps pour un morceau de code de partir du poste du développeur jusqu'à la mise en production. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre de mesurer la rapidité de la mise à disposition en production de fonctionnalités à nos clients. Et ils ont catégorisé comme ça, donc pour ces 2 métriques déjà, les élites et les low performers. Donc les entreprises qui sont vraiment parmi les premières au monde, et celles qui sont parmi les moins performantes. Donc, vous pouvez faire rapidement l'assessment, là en quelques secondes. Si vous faites partie de l'élite, si vous arrivez à déployer plusieurs fois par jour, ce qui ne veut pas dire que vous le faites, vous êtes en capacité de le faire. Et vous êtes dans les low performers si vous êtes à un cycle de déploiement qui est supérieur à 1 mois. Le lead time for changes, moins d'une journée pour qu'un commit passe en production, on va dire, et entre 1 à 6 mois pour les moins performants. Mais en parallèle de ça, ce qui est intéressant, c'est, OK, on a d'un côté les mesures de métrique, les mesures de débit, donc la capacité de notre flux à aller en production, mais on a aussi les mesures de stabilité. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est surtout ça qu'ils ont réussi à démontrer. C'est que si on a du débit, mais qu'on n'a pas de stabilité, ça ne sert à rien d'avoir du débit. Et pareil, si on a de la stabilité, mais qu'on n'a pas de débit, ça ne sert à rien. On n'apporte rien à nos clients. Donc la stabilité, comment ils la mesurent? Ils vont la mesurer de 2 manières. Le mean time to restore, donc comment on pourrait le définir en français? Le temps moyen pour restaurer un service, on va dire. Donc on va détecter qu'il y a une anomalie en production. Peu importe ce qu'on met derrière anomalie, un service qui est tombé, ça peut être pour une raison d'infrastructure, ça peut être pour une raison de code, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Mais dès qu'il y a quelque chose qui tombe, c'est le temps moyen pour restaurer le service. Donc, incluant les phases de diagnostic, etc., et la mise en place potentiellement d'un patch. Et le change failure rate, c'est le taux de retour suite à une mise en production, en gros. Donc, on déploie quelque chose, on déploie un nouveau software, enfin un nouveau morceau de software. Dans combien de cas on a un souci suite à cette mise en production? Donc, combien de fois on est obligé de réeffectuer une remise en production juste après pour corriger ce qu'on vient de délivrer? Pareil, je vous laisse quelques instants juste pour réfléchir à où vous vous situez, si vous êtes plutôt dans les élites ou dans les lows, ou au milieu. Mais c'est assez intéressant. En fait, cette étude-là, elle est vraiment fondamentale, parce qu'il n'y a pas que ces métriques dedans, mais elle est fondamentale parce qu'elle nous permet de faire un lien entre ces métriques, donc ces métriques de haut niveau,
et des capacités que je vais juste passer rapidement aussi après. Le but, c'est pas de faire 1 heure sur Accelerate, mais je vous invite réellement à pousser votre, euh, votre curiosité à aller lire ce qu'il y a dans ce rapport-là. Donc, ces métriques, il faut les mettre en œuvre chez vous. Il y en a certaines qui sont faciles, d'autres qui sont plus difficiles. On va dire la mean time to restore, par exemple, c'est une métrique qui peut être compliquée à mettre en œuvre. Mais ce qui est intéressant, comme je disais, c'est qu'en fait, ils ont pu faire une corrélation entre des métriques. Comme je dis, c'était des choses qu'on ressentait en tant que développeur, en tant que chef de projet ou quoi. Ils ont réussi à faire une corrélation entre ces métriques et ce qu'ils ont appelé des capacités, on va dire en français, des capabilities. Ils ont pu voir que des capabilities permettaient de stimuler positivement ces métriques-là. Donc, ils ont catégorisé ces capabilities en continuous delivery, architecture, product and process, lead management and monitoring, et des aspects plutôt culturels. Juste pour prendre un exemple, je ne suis pas sûr continuous delivery, ce qu'ils vont mettre en termes de capabilities derrière, continuous delivery, c'est par exemple l'automatisation des tests, le trend-based development en termes de stratégie de branching. Derrière product and process, on va retrouver des choses comme le feedback utilisateur, travailler en petits batch. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre d'intéressant? Sur les aspects culturels, ce qu'ils ont pu aussi démontrer, c'est qu'il fallait créer une culture de l'apprentissage continu et surtout une culture de la collaboration si on voulait être performant. Donc, ils ont vraiment réussi à montrer la corrélation entre des choses que potentiellement on sentait et des maîtrises qui sont des maîtrises de pilotage qui permettent de mesurer l'efficience et la qualité de ce qu'on délivre. C'est assez intéressant. Alors, pourquoi je parle de ça? Je vous avais pitché que j'avais parlé de Extreme Programming. Alors, en fait, vous allez voir. Si je reviens aux bases d'Extreme Programming, c'est quoi? Juste rapidement, c'est des pratiques d'ingénierie dans une méthode qui a été créée dans les années 90. On va dire ça a commencé plutôt que 95-96, mais ça a été théorisé dans un bouquin milieu des années 90 par Ken Beck, entre autres, Ward Cunningham, etc. Et en termes de pratiques dans Extreme Programming, donc réellement des pratiques d'ingénierie qui sont au cœur de la méthode, on va retrouver des choses que vous utilisez peut-être ou que vous avez déjà utilisées par le passé. Le test-driven development, l'intégration continue, le pair programming, le collective ownership, donc l'ownership partagé sur un projet, sur un produit, et ces fameuses boucles de feedback qu'on retrouve beaucoup dans l'agilité. Hein. L'idée, c'est quand même d'avoir du feedback le plus rapide possible et le plus continu possible. Donc ça, c'était réellement au cœur de la méthode, déjà à l'époque. Ça s'appelait Extreme Programming, pourquoi? J'aime bien revenir dessus parce qu'on ne se rend pas bien compte à l'heure actuelle dans quoi c'était extrême dans les années 90. Et pour ça, j'aime bien illustrer à travers des valeurs. Les valeurs qui sont au centre d'XP, il y en a 5. La communication. L'idée, on est avant le manifeste agile, hein, juste pour vous resituer. Le manifeste agile, c'est 2001. Ici, on est plutôt au début des années 90. La communication. Donc, qu'est-ce qui a été dit avec Extreme Programming? Qu'est-ce qui a été mis en place? L'idée, c'était de dire qu'on ne devait pas dépendre de documentation lourde. On devait documenter que ce qui était nécessaire. La méthode, elle se repose sur quoi? Elle se repose uniquement sur la communication entre les membres de l'équipe et les utilisateurs du système. Ah, c'était sacrément extrême à l'époque. Et si on y pense, à l'heure actuelle, c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. C'est toujours aussi compliqué, en tout cas qu'à l'époque, je pense. La simplicité, qui était au centre d'Extreme Programming. Dans XP, on va réellement se focaliser à faire des choses les plus simples possibles. On ne va pas se focaliser sur essayer d'anticiper tous les futurs possibles. On va réellement se restreindre. La simplicité, c'est réellement au cœur de la méthode. D'où l'intégration de choses comme Test-Driven Development qui va nous permettre de se focaliser sur la simplicité. Le feedback, il est partout dans XP. Hein. Il y a des boucles de feedback, là vous le voyez sur le code, sur les features qu'on développe avec les unit tests, sur les tâches à réaliser, sur la priorisation avec le planning, avec le planning, poker planning, pardon, le planning game à l'époque il l'appelait. Il y a du release plan donc, qui permet de revoir le plan de manière mensuelle. Enfin, il y a vraiment du feedback partout, quoi. Et il y a du feedback sur tout, sur le programme, sur le client, vis-à-vis du client, sur l'équipe. Il y a du feedback partout. Et à l'époque, la valeur qui me paraît la plus essentielle à retacler, à préciser, c'était le courage. C'était vraiment au centre de la méthode. Pourquoi? Parce qu'avec Extreme Programming, là j'insiste vraiment là-dessus, on est en 90, hein,
On renonce à la hiérarchie et on veut être responsable de la chaîne de production de valeur dans son entièreté. Alors, on entend beaucoup parler de DevOps, on a entendu parler dans la session d'avant d'ailleurs, mais Extreme Programming, c'était déjà ce qu'on veut faire avec DevOps, c'était déjà au cœur de la méthode, déjà à l'époque, à travers cette valeur-là. On renonce à la hiérarchie, on est responsable de la production de valeur, de l'élicitation des besoins, jusqu'à la mise en production et l'operating du système en production. C'était assez novateur, ça est toujours à l'heure actuelle apparemment. Ça qui est intéressant de regarder. Et le respect, c'est une valeur qui a été ajoutée plus tard. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. On va dire que ça ne fait pas de mal de la mettre en avant, en tout cas. Mais ce n'était pas de base dans Extreme Programming. Donc, XP, il faut le voir réellement, malgré le fait que ce soit un petit peu mort, il n'y a plus vraiment d'équipes qui font du pur Extreme Programming. Mais ça a réellement été une source d'inspiration pour plein de choses. Si vous y pensez, quand on met en œuvre du Scrum, on utilise des user stories la plupart du temps. Le format d'user story vient d'Extreme Programming. On fait du planning, on utilise des plannings poker, ça vient d'Extreme Programming. On va utiliser des pratiques d'ingénierie comme le TDD, comme l'intégration continue, qui viennent aussi d'Extreme Programming. Donc, il y a réellement plein de choses dans Extreme Programming. Et je me suis posé la question, je me suis dit, en revoyant Extreme Programming, en me refocalisant un petit peu sur les valeurs, cette valeur courage et les pratiques d'ingénierie qui vont avec, je me suis dit, mais en fait, XP, c'était ultra novateur déjà pour son temps. Et je me suis dit, si on regarde le résultat du rapport, enfin le résultat de l'étude Accelerate, et qu'on essaie de mapper ça avec Extreme Programming, ça donnerait quoi? C'est un peu le travail que j'ai fait, et j'ai remis, voilà, Octo, Octo a remis les capabilities d'Accelerate sur un slide, et j'ai remappé un petit peu avec ce qu'on avait dans Extreme Programming. Donc là, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais on va retrouver réellement des capabilities au niveau CD, donc Continuous Delivery, d'autres choses au niveau Product and Process, d'autres au niveau culturel, architecture et Lean Management. Et si on essaie de remapper tout ce qui se trouve dans Extreme Programming, donc les pratiques associées à Extreme Programming, en fait, on peut se rendre compte facilement qu'il y a énormément de choses qui sont déjà recoupées sur Accelerate, en tout cas sur les capabilities d'Accelerate. Donc il y a énormément de choses qu'on retrouve dans XP, qui sont des pratiques qui permettent de stimuler les capabilities qui ont été identifiées dans Accelerate. Je trouve ça assez fou qu'un truc qui date d'il y a 30 ans avait déjà quasiment toutes les réponses à une étude qui est empirique, qui tend à démontrer des choses qu'on ressentait, mais qui n'étaient pas forcément faciles à démontrer. Donc, du coup, ça m'a amené dans ma réflexion. Je me suis dit, OK, on avait XP, c'était il y a 30 ans, il y a des choses qui se recoupent avec Accelerate. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait rajouter en 2022? C'est un peu mon quotidien d'accompagner des équipes sur leurs pratiques de développement, etc. Et du coup, je trouvais ça assez légitime de se poser cette question-là. Ça ressemblerait à quoi un XP en 2022? J'ai commencé à lister des pratiques techniques qui pour moi étaient primordiales. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais je vais vous en présenter quelques-unes. La première, c'est le mob programming. Dans Extreme Programming, on va parler, il y a une pratique qui est au cœur, c'est aussi le pair programming. L'idée, c'est d'avoir des boucles de feedback qui soient ultra courtes sur le code et sur ce qu'on implémente via deux personnes qui travaillent ensemble sur une même feature, sur un même poste. Le concept du mob programming, c'est d'aller encore plus loin. Là, j'aime bien la définition qui se trouve au centre de l'écran. C'est une définition de Woody Zwil, le papa de cette méthode ou de cette pratique. On va mettre tous les cerveaux ensemble, travaillant sur la même user story, sur la même feature, peu importe ce sur quoi, dans le même espace, sur le même ordinateur. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'éviter les boucles de feedback. Donc, il y a le PO qui est juste à côté de l'équipe de réalisation. Il travaille main dans la main pour implémenter, tester en live les fonctionnalités pour l'incrément. Le mob programming, si c'est bien fait, ça réduit les boucles de feedback, ça réduit les files d'attente, ça permet d'être super efficient et ça permet aussi de renforcer le collective ownership qui est au centre d'Extreme Programming. Ça permet d'avoir un alignement instantané. On n'a plus besoin de faire de sessions techniques où on va essayer d'envisionner comment on va implémenter les choses. On le fait tous ensemble. Ça va permettre d'améliorer le design, faire stimuler l'intelligence collective en temps réel, diffuser la connaissance. Je vous invite réellement à le faire. Il n'y a rien de mieux pour faire monter des juniors dans une équipe ou sur un contexte que de mobber avec eux, faire du mob avec eux. Ça permet d'apprendre ensemble, tous apprendre les uns des autres, se faire progresser. Et ce que j'ai mis en avant ici, c'est...
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou à partager. Si vous désirez consulter l'intégralité de la conférence, rendez-vous sur notre site web studioagile.be. Il suffira pour ça de créer un compte, ça prend quelques minutes. Et vous pourrez apprécier toutes les conférences sur l'intégralité des studios agiles. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.